La dépouille du pape Paul VI repose à Saint-Pierre de Rome, 2 jours de recueillement avant les obsèques. Nouvelle grève du zèle des aiguilleurs du ciel pour le long week-end du 15 août. Le ministre des Transports refuse de négocier sous la contrainte. Le prix du pain libéré dans 3 jours, les boulangers en concurrence. Et puis l'événement politique de la soirée, Georges Marchais sur Antenne 2 à 21h30. Bonsoir. Le dernier voyage de Paul VI, la dépouille mortelle du souverain pontife placée dans un cercueil, est ramenée depuis cet après-midi au palais de Castel Gandolfo à Saint-Pierre de Rome. Avant ce transfert, pour la 3e et dernière journée, des milliers de fidèles sont venus encore aujourd'hui rendre un dernier hommage au pape dans la salle du palais pontifical de Castel Gandolfo, où son corps reposait depuis lundi dernier. Raymond Tortora. Par la voie appienne et après avoir parcouru les 20 à 25 km qui séparent Castel Gandolfo des quartiers périphériques de Rome, le cortège est arrivé il y a 1 heure environ à 19h à Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de la ville éternelle. Là, il était accueilli par le vicaire de Saint-Jean-de-Latran, le cardinal Ugo Poletti, ainsi que par le maire communiste de Rome, M. Giulio Carlo Argan. Ainsi, Paul VI, évêque de Rome, entrait symboliquement dans son diocèse. Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome et du monde. C'était ici, à Saint-Jean-de-Latran, que le 10 mai dernier, Paul VI avait célébré la messe de Requiem à la mémoire de son ami Aldo Moro, le président de la démocratie chrétienne assassiné la veille par les Brigades Rouges. Un important service d'ordre avait été prévu. Près de 5000 hommes avaient été disposés le long du parcours emprunté par le cortège. C'était ensuite la traversée de Rome, une ville, il faut bien le reconnaître, un peu vide. Il est vrai que nous sommes au mois d'août et que les Romains aussi sont en vacances. Le château Saint-Ange, la Via della Conciliazione, la dépouille de Paul VI arrivait au Vatican à 19h35. Accueilli par le Sacré Collège au grand complet, le cercueil était ensuite porté à dos d'hommes jusqu'au parvis de Saint-Pierre, qu'il devait franchir à 19h45 ici, l'arrivée de la voiture du cortège funèbre sur le territoire du Vatican. Tous les cardinaux présents et le chapitre de Saint-Pierre accompagnaient alors le cercueil jusqu'à l'autel de la Confession, où il était déposé sous le baldaquin du Bernin. Les fidèles pourront une dernière fois s'incliner devant le cercueil fermé jusqu'à samedi. Saint-Pierre sera fermé cette nuit. À proximité du Vatican, le cortège funèbre ramenant à Rome, au milieu d'une haie de personnes silencieuses et souvent émues, le corps du pape Paul VI. Sous la confession de Saint-Pierre, d'où il présidait il y a 1 mois l'anniversaire de son élection, le pape va reposer dans 3 cercueils, de cèdre, de chêne et de plomb. À ses pieds, selon une tradition séculaire, une bourse en velours pourpre contenant les médailles et pièces frappées sous son pontificat. Détail touchant, Paul VI a tenu à être enseveli avec le chapelet qu'il aidait à prier du temps où il n'était encore que l'abbé Montigny. Au bout de ce chapelet, une petite médaille de la Vierge qui lui avait été offerte par les étudiants, dont il avait été l'aumônier durant les années 20. Dans quelques heures et plus rapidement que prévu, le cercueil sera scellé. Contrairement à ce qui avait été raconté, le corps du pape n'a pas été embaumé, mais seulement traité afin de résister à la détérioration. Comme pour Pie XII, le résultat n'a pas été satisfaisant et heure après heure, en raison de la chaleur et de l'humidité, ceux qui approchaient la dépouille mortelle du pape voyaient peu à peu s'altérer le visage du souverain pontife. Le camerlingue de l'Église et les cardinaux ont donc décidé de hâter la fermeture de la bière. Demain, ce sera Rome qui viendra honorer son évêque. Des messes seront célébrées devant le cercueil du pape jusqu'à samedi, jour solennel de la sépulture, en présence de beaucoup de cardinaux et peut-être de chefs d'État et de gouvernement. En bas, dans les grottes vaticanes, retentissent des coups de marteau. Ce sont les ouvriers qui creusent la tombe de Paul VI. Et samedi, pour les obsèques du pape Paul VI, ce sera M. Louis de Guiringaud, le ministre français des Affaires étrangères, qui représentera la France. On ne connaît toujours pas la date d'ouverture du conclave au cours duquel sera désigné le successeur du pape Paul VI. La presse italienne pense généralement que ce conclave débutera le 21 août prochain. Et nous vous disions avant-hier que 116 cardinaux allaient choisir le nouveau souverain pontife. En fait, ils ne sont plus que 114. L'un d'entre eux, le cardinal américain Sheman, vient de dépasser la limite d'âge qui avait été fixée par Paul VI, 80 ans. Et puis un autre cardinal américain, Monseigneur Wright, est malade, lui. Il doit entrer à l'hôpital très bientôt. Alors que les cardinaux, donc, qui vont participer au conclave commencent à arriver à Rome, des services funèbres sont célébrés un peu partout dans le monde à la mémoire de Paul VI.
En France, à Lourdes ce matin, 25 000 fidèles, des pèlerins pour la plupart, se sont réunis à la basilique sous la présidence de Monseigneur Donze. Et puis à Paris, dans la soirée, le président de la République a assisté à une messe solennelle célébrée par le cardinal Marty à Notre-Dame de Paris. Hommage solennel de la France à la mémoire de Paul VI. Le président de la République, l'ensemble du gouvernement, le maire de Paris et une foule anonyme nombreuse étaient réunis tout à l'heure à Notre-Dame. Le cardinal Marty a célébré cette messe de Requiem entouré de 20 prélats, dont Monseigneur Etchegaray, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques français, et le nonce apostolique à Paris, Monseigneur Righi Lambertini. Vous avez tenu à faire une halte, dira Monseigneur Marty, pour rendre hommage à celui qui restera un des grands papes de l'histoire. La France, par votre personne, Monsieur le Président de la République, s'est inclinée avec une respectueuse ferveur devant celui qui restera dans l'histoire le pape d'un grand concile réformateur et le missionnaire de la paix mondiale. Je vous en remercie vivement. Je salue aussi Monsieur le maire, qui a tenu à accompagner le peuple de Paris dans cette démarche religieuse. Pour comprendre les activités débordantes et la complexe personnalité du pape Paul VI, il ne suffit pas d'exposer son œuvre et d'entendre son enseignement. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est au-delà. L'essentiel est dans cette région de l'âme qui ne livre son secret qu'aux contemplatifs. Pierre, m'aimes-tu? C'est une affaire de foi, c'est une affaire d'amour, c'est une affaire de passion. Les autres titres de l'actualité. Les incendies du sud de la France d'abord. Cela va beaucoup mieux dans le Var, à Sainte-Maxime en particulier, où la plupart des foyers ont pu être éteints la nuit dernière ou au petit matin. 500 hectares de forêt ont tout de même été détruits. En revanche, en Corse, les vents violents d'hier ne sont pas tombés. Il reste même quelques foyers qui à tout moment peuvent reprendre, notamment dans le secteur du Cap Corse. Denise Bauer. Ces images filmées dans le Var nous montrent l'importance des dégâts provoqués par les incendies de forêt. Aujourd'hui, la situation est redevenue calme dans les environs de Sainte-Maxime. Par contre, la situation reste préoccupante en Corse où en 48 heures, plus de 130 foyers ont dévasté dans le haut du département 3000 hectares de maquis, de chênes, d'oliviers et de vignes. Des feux importants continuent ce soir de brûler, encouragés par un vent qui souffle entre 100 et 150 km/h, ce qui rend bien sûr de plus en plus difficile le travail des sapeurs-pompiers. Après 48 heures de lutte, le bilan est d'un mort et plusieurs blessés parmi les 800 sapeurs-pompiers mobilisés. Au PC incendie installé à la préfecture de Bastia, les autorités estiment que 80% de ces incendies sont d'origine criminelle, œuvre d'imprudents ou de maniaques pyromanes. Les gendarmes ont d'ailleurs découvert différents systèmes de mise à feu allant de la simple mèche d'amadou jusqu'aux mécanismes des plus sophistiqués. C'est après 24 heures que les pompiers du Var ont réussi à circonscrire les incendies qui ont dévasté 550 hectares de forêts et de landes dans les hauteurs de Sainte-Maxime. Un pompier a été légèrement blessé. Quant aux campeurs qui avaient plié leur tente devant l'incendie, ils ont pu rejoindre leur place dans les différents camps de vacances des environs de Ramatuelle et de Sainte-Maxime. Reprise de la grève du zèle des contrôleurs aériens le week-end prochain. Réunis en Assemblée générale cet après-midi, ils ont jugé insuffisants les résultats des négociations engagées hier entre leurs syndicats, le ministre des Transports et le directeur de la navigation aérienne.
En conséquence, les 2500 contrôleurs aériens reprennent leur grève du zèle qui avait créé il y a 15 jours, vous devez vous en souvenir, de très sérieuses perturbations dans le trafic aérien. Apprenant cette décision, le ministre des Transports, M. Joël Le Teul, a annulé le rendez-vous qui était prévu demain avec les syndicats. Nous avons simplement décidé de reprendre l'action car le ministre a répondu négativement à toutes les revendications que nous avons présentées intersyndicalement et notamment les revendications sur la sécurité, bien qu'il ait prétendu que ce sujet l'intéressait particulièrement. C'est donc une nouvelle grève du zèle dans les mêmes formes que lors des départs en vacances? C'est une nouvelle grève du zèle, ce sera probablement les mêmes formes d'action, quoique on ne puisse pas encore le dire, puisqu'il ne s'agit bien sûr que d'une grève décidée par Atis-Mons pour l'instant. Notre but n'est pas du tout d'être impopulaire, nous avons des revendications, nous entendons qu'elles aboutissent, et notamment nous voulons un transport aérien en parfaite sécurité. Est-ce que vous participerez demain aux négociations au ministère des Transports? Oui, toutes les organisations syndicales bien mandatées par les personnels ont décidé de participer demain, en espérant bien sûr des résultats. Avec ceux d'Atis-Mons que vous voyez ici, ce sont aussi les contrôleurs des 3 principaux centres de province, Aix, Brest et Bordeaux, qui ont décidé de reprendre leur grève du zèle, vraisemblablement de vendredi 19h à mercredi 8h. De plus, les techniciens de l'aviation civile, dont le rôle est déterminant dans l'établissement des plans de vol, seront en grève totale aux mêmes dates. Première conséquence, il n'y aura pas de négociation sur les salaires demain comme prévu. Monsieur Le Teul, le ministre, a décidé d'annuler la rencontre, estimant que l'attitude des contrôleurs est irresponsable. Deuxième conséquence, la pagaille risque bien de se réinstaller dans les aéroports européens, comme ce fut le cas du 28 juillet au 2 août dernier. À noter toutefois que le trafic aérien du 15 août sera moins chargé. En tout cas, pour éviter au maximum les retards, les files d'attente et les pique-niques improvisés, le syndicat national des pilotes de ligne et celui des officiers mécaniciens demandent aux compagnies aériennes de limiter par avance le nombre des vols programmés. Enfin, le ministre des Transports, M. Le Teul, fera connaître demain les mesures qu'il entend prendre après la décision des contrôleurs aériens. Une de ces mesures pourrait être de faire appel aux aiguilleurs du ciel militaires. Ce matin, en Conseil des ministres, on a évoqué ce problème des aiguilleurs du ciel. Le porte-parole de l'Élysée, M. Hunt, avait déclaré « Le gouvernement a donné les instructions nécessaires au ministre des Transports pour poursuivre la négociation engagée, tout en prenant les dispositions utiles pour faire face, en toute hypothèse, à l'évolution de la situation ». Pour sa part, M. Pasqua, sénateur RPR, a demandé une commission d'enquête sur ce conflit des aiguilleurs du ciel. Petite bombe lancée par M. Monory, le ministre de l'économie cet après-midi. Petite bombe en forme de pain et de pâtisserie. M. Monory a en effet annoncé la libération du prix du pain et de la pâtisserie fraîche et viennoise à partir de samedi prochain. Une véritable révolution, car depuis une loi de Vendéviaire 1791, la miche de pain et la baguette avaient des prix imposés par le gouvernement. Boulanger mettre chez lui, dans 3 jours, ce sera fait. Fini ce barème de prix unique fixé par arrêté ministériel, fini aussi la baguette ou le bâtard au poids et à la composition uniforme. À partir de samedi prochain, les boulangers décideront librement de leur prix, ils décideront tout aussi librement de leurs produits. La baguette uniforme de 250 grammes à 1,25 franc laissera peut-être la place à des baguettes de 200 grammes ici, de 300 grammes là, avec des prix bien sûr différents d'une boulangerie à l'autre. La liberté du prix apportera quelque chose aux boulangers qui soignent de plus en plus leur qualité. Elle défavorisera certainement les boulangers qui se contentent de la médiocrité. Et tout le monde aura intérêt, par le jeu de la liberté des prix, à apporter à son client le meilleur pain au meilleur prix. Ce qui ne veut pas dire que le prix ne bougera pas, je ne le crois pas. Il faudra qu'il bouge, bien évidemment, parce que 1,25 franc une baguette, c'est quand même très très court. Mais à côté de ça, on le voit de plus en plus par le jeu des pains spéciaux qui sont non taxés. Les boulangers apportent beaucoup plus de goût à leur fabrication de pains spéciaux, ce qui fait le prix plus cher bien sûr, mais aussi la qualité plus haute. Donc le client n'a rien à y perdre, je ne le crois pas. Et on trouvera peut-être un peu moins de pain gaspillé qu'on en trouve actuellement. Le croissant à 1 franc, alors là, il faudra certainement s'attendre à une hausse importante du prix des croissants. Moi je le suppose parce que faire un retour en arrière comme nous l'a imposé, c'était masquer la vérité. Répercussions sur les prix, peut-être, mais aussi répercussions sur l'emploi. Et cela a sûrement pesé sur la décision de M. Monory. Tous les pains
de quelque nature que ce soit, à partir de 200 grammes, auront l'affichage à l'intérieur des boulangeries au kilo, ce qui informera le consommateur. Et cette profession qui est en pleine réorganisation nous a promis de créer dans les 18 mois 10 000 emplois nouveaux. Ce que je voudrais, c'est que l'opinion publique sente que la liberté des prix, en particulier dans ce domaine, sera synonyme de création d'emplois. Je crois que pour l'instant, les boulangers font encore avec leur personnel trop d'heures. C'est une profession où l'organisation est plus difficile qu'ailleurs. Il faut travailler le soir, la nuit, le matin de bonne heure. Et je pense que cette liberté va permettre cette réorganisation. Et si chaque fois qu'on libère des services ou des distributions, on crée des emplois, je crois que ça sera bon pour la France. Tous les prix industriels seront libérés ce soir, sauf les produits pétroliers. Non pas, je le regrette, je vous dirais, mais nous avons en France encore une réglementation gérée par une loi de 1928 qui aura besoin d'évoluer. Et tant que cette loi n'aura pas été modifiée, tant qu'un certain nombre d'autres goulots d'étranglement à la concurrence n'auront pas été supprimés, il était difficile de supprimer cette réglementation. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est tout de même quelque chose de provisoire, car j'ai toujours dit que la liberté, ça ne se divisait pas, et sans doute qu'un jour ou l'autre, on verra aussi la liberté dans les produits pétroliers. Alors il restera seulement ce soir les produits pétroliers, l'électricité, le gaz et les médicaments remboursables. Au Conseil des ministres de ce matin, à retenir essentiellement l'extension à la Méditerranée du dispositif anti-pollution mis en place en Bretagne. Cela a été demandé au gouvernement par le président de la République. D'autre part, le Conseil des ministres a adopté le principe de l'institution d'une direction du patrimoine. Il a décidé de faire de 1980 une année du patrimoine et il a fixé à 1983 la date d'ouverture du musée du 19e siècle au Palais d'Orsay à Paris. Le ministre des Transports, pour sa part, a parlé des objectifs de la politique des transports terrestres qui peuvent se résumer en 3 notions, économie d'énergie, sécurité et concurrence. Et puis M. Jean-Philippe Lecas, le ministre de la Culture, a également parlé du cahier des charges des sociétés de programmes de radio et de télévision. À ce propos, il a expliqué ce que serait le droit de réponse à la télévision, mesure annoncée par le président de la République dernièrement. La première expérience sera faite à l'automne, sans doute dès le mois de septembre prochain. Les Français verront un soir le Premier ministre ou un ministre apparaître après qu'il ait été annoncé qu'il s'agit d'une communication du gouvernement. Et le Premier ministre ou le ministre s'exprimera. Le lendemain, à la même heure, sur la même chaîne, dans des conditions qui seront donc de parfaite égalité, l'opposition, en proportion du nombre de ses représentants à l'Assemblée nationale, pourra répondre. Et puis ensuite, un débat réunira l'opposition et la majorité. C'est une procédure qui, à mon sens, ne pourra pas jouer très souvent, car il faut que le sujet le mérite et qu'il s'agisse d'un sujet important. Mais c'est la garantie donnée à l'opposition que le gouvernement ne prendra pas une position importante, de manière solennelle, devant l'opinion publique, sans qu'elle ait, dans des conditions de parfaite égalité, les moyens de lui répondre. Comment sera organisé le débat ? Alors le débat lui-même réunira l'opposition et la majorité et il sera organisé par les dirigeants des sociétés de programme pour tenir compte naturellement de l'actualité. Il ne faut pas tout figer, on ne peut pas tout prévoir. Le seul principe qui sera retenu sera celui de l'égalité absolue entre la majorité et l'opposition. Il n'y aura pas de Conseil des ministres la semaine prochaine pour cause de vacances. Prochain conseil le 24 août. En revanche, sur leur agenda, les ministres ont noté au crayon rouge les dates des 1er et 2 septembre prochains. Le gouvernement, dans son ensemble, se réunira alors à Rambouillet pendant ces 2 jours-là pour examiner la situation internationale et nationale. Déclaration de l'Élysée cet après-midi, il n'y a pas en France d'écoute téléphonique, ni politique, ni personnelle. C'est un contrôle récent des écoutes téléphoniques, au centre des écoutes téléphoniques, qui permet de le dire, indique-t-on, au Palais de l'Élysée. La politique en France aujourd'hui, c'était avant tout la réunion du Bureau national du mouvement des radicaux de gauche. Objet des travaux, les suites à donner à l'acceptation de principe de Robert Fabre d'une mission sur les problèmes économiques que lui a confié le président de la République. Après 2h30 de discussion, le Bureau national a demandé à Robert Fabre de tirer lui-même les conséquences de sa décision. Les délibérations du bureau se sont déroulées dans une totale sérénité car nous n'avons pas du tout l'intention de donner à cette affaire des dimensions qu'elle n'a pas. Nous avons simplement regretté que Robert Fabre ait accepté une pareille mission sans nous en informer, sans nous en consulter.
Nous avons clairement constaté aussi que cette mission était une mission impossible et inutile étant donné les conditions qui l'accompagnent. Si une concertation doit avoir lieu avec le gouvernement, et nous sommes prêts, c'est bien entendu dans le cadre du Parlement, et on sait très bien que les causes du chômage sont tout à fait connues et que seul le gouvernement peut faire quelque chose. C'est pas notre ami le pharmacien de Villefranche-de-Rouergue qui peut régler un problème sur lequel le gouvernement se casse les dents depuis des années. Nous avons donc demandé à Robert Fabre de renoncer à cette mission, et pour le cas où il ne suivrait pas notre avis, il lui appartiendra bien entendu d'en tirer toutes les conséquences. Bien, Noël Copin, les radicaux finalement ont pris une attitude assez modérée. Oui, il critique l'initiative du président de la République, il désapprouve l'attitude de Robert Fabre, mais il se contente de le mettre en face de ses responsabilités. Ils ne prennent pas de sanctions, ils prennent une attitude modérée, comme vous dites, c'est-à-dire en définitive une attitude assez radicale. Cette affaire Fabre fait finalement, semble-t-il, moins de bruit chez les radicaux de gauche eux-mêmes qu'elle ne suscite de remous entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Dans le calme de l'été, elle vient réactiver une querelle qui est déjà ancienne, d'autant que le Parti communiste fait de Robert Fabre, qui est pourtant un radical, une sorte de symbole et peut-être de preuve de l'évolution à droite du Parti socialiste. Falsification stalinienne, dit-on au Parti socialiste. Bien, ça vient déchirer le calme de l'été, mais en fait le problème il est ailleurs. Le problème il est dans cette querelle de la gauche et en particulier le problème des responsabilités de l'échec de la gauche. Oui, si vous voulez, il y a en particulier deux pierres d'achoppement qui réapparaissent ces jours-ci dans cette querelle. Première pierre d'achoppement, les responsabilités. Monsieur Georges Marchais, rentrant la semaine dernière de vacances, avait répété une fois de plus, le Parti socialiste est seul responsable à la fois de la rupture et de l'échec de la gauche. Et Gilles Martinet répliquait ces jours-ci, sans Georges Marchais, la gauche gouvernerait le pays. Et la deuxième pierre d'achoppement, c'est le problème des alliances. Pour le Parti communiste, le Parti socialiste est prêt à apporter à M. Giscard d'Estaing la caution social-démocrate dont le président de la République a besoin, et les socialistes répliquent en disant que les communistes, eux, se sont alignés purement et simplement sur la politique nationaliste du RPR. Vous voyez, les arguments sont d'assez gros calibre, les formules aussi, les attaques sont parfois personnelles, on a l'impression d'une situation qui se durcit et qui se fige et qui peut rester sans doute figée assez longtemps, peut-être jusqu'aux élections européennes de l'année prochaine, puisque comme en mars dernier, il s'agira pour chacun des partis de gauche de devancer l'autre. Mais de ces problèmes-là et d'autres encore, nous aurons l'occasion de parler dans une heure environ avec Georges Marchais. Et oui, puisqu'à 21h30 précise, vous avez un rendez-vous important sur Antenne 2, Question de temps, émission animée par Jean-Pierre Elkabbach avec Jean Boissonnat, Guy Claes, Roland Faure et vous, Noël Copin, Georges Marchais, qui ce soir, avec Antenne 2, créera l'actualité. Rechute du dollar aujourd'hui sur toutes les places étrangères. À Francfort et à Zurich, il a atteint son niveau le plus bas, niveau historique. À Paris, cet après-midi, il était coté à 4,35 francs. Cette tendance persistante du dollar à la baisse apparaît de plus en plus comme une nouvelle arme américaine dans la grande bataille économique internationale. C'est notamment l'avis de Jacques Attali du Parti socialiste. La baisse du dollar correspond à un phénomène de structure pour l'économie américaine. Les États-Unis sont un pays qui exporte peu aujourd'hui, seulement 7 à 8% de leur produit national brut. Alors que la France exporte 25-28%. Comme la plupart des grands pays occidentaux européens. Or, il est clair que pour que l'Amérique sorte de la crise, il faut qu'elle ait de nouveaux débouchés. Pour avoir des débouchés, il faut être compétitif, donc il faut que la valeur de leurs produits baisse. Jusqu'à présent, ils ont pu faire baisser la valeur de leurs produits en maintenant assez bas le niveau des salaires, qui n'ont pas augmenté depuis à peu près 10 ans aux États-Unis, ils ont en moyenne, en gros. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. La baisse de la valeur du pouvoir d'achat des travailleurs américains ne peut plus continuer. Donc il faut qu'ils emploient le même moyen que nous avons, nous, utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire la baisse de la valeur de la monnaie comme un moyen de l'extension des débouchés internationaux. Et cela correspond à un phénomène de structure nécessaire à la sortie de la crise pour les États-Unis. Ils vont devenir un grand concurrent, tant en Europe que sur les marchés tiers de l'économie européenne. Et pour cela, la baisse du dollar structurel correspond à une nécessité. 3 télégrammes de l'étranger, confirmation officielle de l'accident du Jaguar français au Tchad. Hervé Claude vous le signalait à la fin du journal hier. Le ministère de la Défense confirme qu'une enquête est en cours pour découvrir la cause de cet accident qui a fait un mort, le pilote. Proche-Orient, réunion extraordinaire aujourd'hui du gouvernement israélien pour préparer le sommet Carter-Begin-Sadat du 5 septembre prochain. M. Begin a même dû interrompre ses vacances pour travailler à ce sommet qui, pour toutes les parties en présence, ne peut être un échec. Portugal,
Point d'interrogation, qui sera ce soir Premier ministre? Le président de la République a convoqué les partis politiques cet après-midi pour les dernières consultations. Le Conseil de la Révolution et le Parti socialiste portugais sont d'ores et déjà contre la nomination d'un militaire. Retour en France maintenant, avec un accident tragique dans la forêt de Rambouillet au cours d'une promenade organisée par un centre aéré. Un enfant de 6 ans est mort et 3 autres ont été blessés, tous écrasés par des troncs d'arbres empilés, des troncs d'arbres sur lesquels ils jouaient. Apparemment, il n'y a pas eu de faute professionnelle de la part des moniteurs du centre aéré. La forêt de Poigny, c'est un endroit très fréquenté en été et bien aménagé pour les promeneurs. Les enfants du centre aéré de Rambouillet viennent y jouer très souvent, chaque fois que le temps le permet. Hier après-midi, c'est au moment du rassemblement, à la fin de la promenade, que le drame est arrivé. Quelques enfants sont montés sur un tas de bois, de gros troncs d'arbres qui sont laissés là par les exploitations forestières. Ils sont montés vraiment très peu sur ce tas de bois, 4 ou 5 enfants. Le tronc qui était au fait, disons, de l'échafaudage a glissé et en a emporté 4, dont un qui est décédé hélas. Au niveau des exploitations forestières, apparemment, les troncs n'auraient pas dû être dans un lieu aussi passager. Le dimanche, il y a des quantités de familles qui viennent se balader. Les enfants jouent sur les troncs, même avec leurs parents. Des gros troncs d'arbres comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils vont d'un seul coup se mettre à débarouler. Et surtout placés auprès d'un parking, puisqu'il y a là un emplacement de parking réservé aux voitures. Aucune faute de la part de l'encadrement. 5 monitrices accompagnaient les 30 enfants. Pour ce nombre, la loi n'en prévoit que 2. À plusieurs reprises déjà, la municipalité de Poigny avait demandé l'évacuation des troncs, ou du moins une installation empêchant la pile de s'écrouler. Aujourd'hui, elle accuse, alors que depuis ce matin seulement, une pancarte avertit du danger. Moi, je ne connais pas la réglementation. Il n'y a rien. Bon, ce matin, on est revenu avec l'entrepreneur qui, bien sûr, il a posé ça sous l'ordre des eaux et forêts, quoi. Donc. Alors que va faire la municipalité de Poigny? La municipalité, elle va réagir, va demander aux eaux et forêts de plus en mettre de grumes et de bois sur ce parking qui est ouvert au public. Et y en a-t-il d'autres? Oh, il y en a partout autour de la commune. Responsable, la négligence, sans aucun doute, mais aussi la fatalité. Un tas de bois dans une clairière, c'est bien anodin pour les promeneurs. Et pourtant... Michel Platini plâtré, c'est le football français qui boite. Le joueur vedette de Nancy sera indisponible pendant près de 4 mois, après l'accident qu'il a eu hier au cours du match de championnat de France entre Saint-Étienne et Nancy. Problème pour Nancy qui joue très bientôt en Coupe d'Europe. Problème pour l'équipe de France aussi qui doit rencontrer Anderlecht samedi prochain. Nous sommes à la 26e minute du match. Saint-Étienne mène par 1-0 et les malheurs de Nancy continuent sur cette glissade qui compromet la saison de Michel Platini. Voilà comment cela s'est passé. Michel Platini tente de s'emparer du ballon, il glisse, perd l'équilibre et se fracture le péroné et les malléoles. Il n'y a pourtant eu aucun contact brutal avec l'arrière Christian Lopez. Le public croit à un simulacre, siffle, pourtant il faut se rendre à l'évidence. Fracture, intervention chirurgicale, 4 mois d'indisponibilité. Ce qui signifie ni Coupe d'Europe avec Nancy, ni matchs internationaux, une saison fort compromise. Il faut faire contre mauvais sporting de bon cœur et puis savoir que le métier d'un footballeur est un métier très difficile et puis il faut subir les conséquences. Il y a de très très bons moments et il y en a des moins bons. C'est une indisponibilité qui va durer 3 mois et demi. Ça va être long, mais j'ai beaucoup d'amis. Il me remonte le moral. Voilà, et puis le match donc de Saint-Étienne hier soir s'est terminé par la victoire de Saint-Étienne par 3-2. Voici sur un panneau le classement de ce championnat de France de première division. Strasbourg qui a fait match nul avec Reims passe en tête avec 8 points devant Metz qui a perdu. 3e Valenciennes, 4e Bordeaux, 5e Lille. Boire ou conduire, il faudra choisir demain dans la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et la région bordelaise, car va débuter la 2e opération coup de poing contre l'alcool au volant. Vendredi, ce seront les automobilistes qui circuleront dans l'Essonne, qui risqueront fort de souffler à leur tour dans le ballon. Pour les joueurs, il y avait un tirage de loto, comme tous les mercredis. Voici la combinaison gagnante.
Je vais le lire pour vous. 3, 16, 18, 21, 40, 46, numéro complémentaire, le 8. Quelques mots de la météo avant de terminer ce journal. La neige, la tempête, les inondations. En Europe, plus précisément en Suisse et en Allemagne, il y a encore des pluies torrentielles qui ont causé la mort d'une vingtaine de personnes au total. En raison du mauvais temps, il a neigé au-dessus de 1500 mètres dans la région de Chamonix et plusieurs cordées sont encore en difficulté. La météo demain sera encore assez médiocre de la Bretagne aux Pyrénées et au midi méditerranéen. Après dissipation des brumes matinales, le temps sera ensoleillé ailleurs, des averses et quelques éclaircies, température en légère hausse. Vous avez donc 2 rendez-vous ce soir sur Antenne 2 à 21h30, question de temps, avec Georges Marchais. Et le dernier journal vous sera présenté juste après par Hervé Claude. Il sera alors 22h30. Je vous souhaite une très belle soirée.